transformés et commercialisés en milieu rural répondent aux enjeux de la mobilité par mutualisation. Est-ce que tu peux nous introduire le thème avant de laisser la parole à Gaëlle, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, comme son nom l'indique, il y a un premier enjeu, c'est l'enjeu de la mobilité. Pour nous, c'est crucial, enfin, en tout cas dans les milieux ruraux, bien évidemment parce qu'il y a une question de distance, tout simplement. En général, on a des plus longues distances à effectuer pour aller faire ses courses, pour voir ses proches, pour aller travailler. Il y a un habitat qui est plus dispersé. En général, il y a moins de commerce. Et puis aussi, on a des personnes qui peuvent rencontrer des difficultés pour se déplacer de ce fait. On n'a pas le train, parfois on n'a pas de bus et parfois aussi dans les foyers, il n'y a pas assez de voitures pour tout le monde. Donc effectivement, ces difficultés-là, elles sont réelles et elles existent vraiment en milieu rural. Donc souvent, on déploie des outils qui peuvent venir au plus près des habitants. Les outils mobiles sont vraiment des solutions qui sont intéressantes pour le milieu rural. Il y a un enjeu de mise en réseau et de cohérence territoriale dans le sens où là, on parle plus de la mutualisation. Forcément, si on va déployer des outils mobiles ou des lieux de transformation mutualisés, il y a un intérêt pour un territoire de faire travailler les acteurs ensemble et que cet investissement il soit le mieux utilisé possible et le plus rentabilisé. Et donc l'intérêt d'avoir une bonne utilisation certainement des subventions publiques, notamment pour répondre à un enjeu de territoire. Ça nous semblait important. Donc ça existe en milieu rural, ça existe en milieu urbain. Mais finalement, pourquoi ça peut être plus intéressant, encore plus en milieu rural? Parce que finalement, ça crée aussi des emplois non délocalisables. Et ça, il y a un enjeu autour de ça à la campagne. Sinon, les gens doivent souvent se déplacer pour aller travailler et voilà, et peut-être aller dans des gros centres avec des difficultés, des départs tôt, des retours tard. Donc, ça a des impacts non négligeables sur la vie de famille et sur la vie privée. Alors que finalement, l'intérêt des petites unités de transformation à la campagne, ça peut permettre de recréer de l'emploi qui a du sens en plus pour le coup. Si on parle par exemple de petites légumeries, c'est des outils qui sont vraiment intéressants parce que on fait le lien entre des producteurs locaux, entre une consommation locale, par exemple dans des petites cantines ou peut-être pour l'aide à domicile, par exemple. Et finalement, il y aurait cet outil d'entre-deux qui peut être l'outil où on va parer, nettoyer et préparer les légumes et peut-être même aller plus loin que ça. On peut même faire des recettes parfois. Et donc, ces petites unités, elles vont permettre de créer de l'emploi localement, donc avec des gens qui vont pouvoir se rendre à leur travail pas très loin de chez eux, travailler, et, par exemple, pour nourrir leurs enfants à la cantine, donc ça a du sens. Et puis aussi, souvent, c'est des métiers qui peuvent allier un côté insertion. Et nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Il y a plein d'exemples qui existent dans la région dans Marmite, et là notamment en Germoire, pour le coup, c'est un thème qui nous plaît et qu'on va tester prochainement, et j'en parlerai plutôt en fin du webinaire. Merci Noémie. Alors, du coup, la promesse de ces 4 saisons de la marmite, c'est s'inspirer pour passer à l'action. Et donc aujourd'hui, on avait envie de vous présenter 2 actions exemplaires, une en dehors de la région. Et donc on va partir tout de suite à Valence-Romand-Agglo et après, on reviendra en région donc avec Félix autour d'un projet qui s'appelle donc Mes locaux. Mais avant tout ça, avant d'aller voir Félix, nous allons voir donc Gaëlle Wattel. Bonjour Gaëlle. Bonjour, bonjour Ah, à c'est tous. parfait, tout fonctionne bien, c'est parfait. Mais Gaëlle, peut-être c'est important que tu te présentes. Donc, je vais simplement dévoiler que tu travaillais donc à l'aglo de Valence-Romand. Et donc, qui es-tu Gaëlle? Et donc, effectivement, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Alors, d'autant plus parce que peut-être mon nom résonne un peu par un petit bout de chez vous, puisque j'ai la moitié de moi-même qui est dans la Somme. Donc, pour le coup, voilà, un peu dans votre secteur là-haut. Voilà, donc moi, je travaille à l'Agglo de Valence-Romand, où je suis responsable d'un service qu'on a appelé Dynamique Rurale Environnement.
et qui aborde toutes les questions d'agriculture, alimentation, forêt, pastoralisme, protection de la ressource en eau, sentiers de randonnée, tourisme rural, voilà, et autres réjouissances, éducation et développement durable aussi, depuis maintenant quelques années, et notamment avec un projet agricole et alimentaire de territoire voilà, qui est assez conséquent maintenant et assez ambitieux, puisqu'on a la chance d'avoir des élus qui ont envie d'aller un peu loin. Merci Gaël. Alors, donc je te l'ai dit, hein, je vais le dévoiler. Moi, je suis absolument ravi que tu sois là et ravi de pouvoir entendre ce territoire qui est dynamique. Hein, on aura l'occasion d'y revenir et très inspirant de cet aglo. On avait envie de t'entendre, Gaël, sur un sujet que vous portez, que vous avez développé, qui est la conserverie mobile. Ce que je te propose, Gaël, c'est de te laisser la parole et puis n'hésitez pas, vous qui écoutez Gaël, à lui poser des questions pour clarifier, pour essayer de comprendre. Voilà, à travers le chat. Voilà, Gaël, la parole est à toi. On voit bien ta présentation, donc on te laisse dérouler. Et puis, Ok. Donc oui, moi je vais effectivement faire un zoom sur la conserverie. Avant, je vais vous donner un peu des éléments de contexte pour que vous puissiez comprendre pourquoi ce projet-là s'est développé et, voilà, et comment ça s'inscrit dans une dynamique de territoire un peu plus élargie. Pour information, l'agglo de Valence-Roman, donc c'est effectivement dans la Drôme, juste en dessous de Lyon, avec un territoire 220 000 habitants, 54 communes, dont 2 pôles urbains, Valence et Romans, 65 000 habitants pour Valence, 35 000 habitants pour Romans, donc 2 pôles urbains. Et après, on est très vite en milieu rural, puisqu'aujourd'hui, on a 47% de surface agricole et 26% de forêt. Donc, c'est très vite sur des petites communes avec des logiques rurales, périurbaines pour un certain nombre, mais globalement, il y a un vrai lien ville-campagne qui est un enjeu important. Juste quelques éléments pour vous dire qu'il y a eu effectivement à un moment donné une volonté politique il y a déjà maintenant quelques années pour essayer de porter une dynamique autour de la ruralité et notamment de l'agriculture et de l'alimentation, puisqu'on a la compétence aménagement, mais aussi développement territorial, mais aussi famille, mais aussi environnement. Et donc, on a créé ce qu'on a appelé une charte de développement agricole et forestier 2016-2020. Elle continue aujourd'hui, qui a drainé une trentaine d'acteurs locaux avec qui on partage au quotidien. Et cette charte, elle s'appuyait sur plusieurs défis agricoles et alimentaires qu'on avait co-identifiés ensemble avec l'ensemble des partenaires, qui a constitué notre feuille de route de déploiement un peu d'action. Un enjeu autour de la préservation et du développement de l'activité agricole, ça veut dire préserver du foncier, ça veut dire garantir le maintien d'activités agricoles, de l'emploi, de l'activité économique. Un enjeu autour des ressources, puisqu'on a un vrai souci autour de l'eau, on a 7 captages qui sont classés prioritaires, donc on a un vrai problème par rapport aux pratiques, alors agricoles notamment, mais pas que, industrielles, etc. Et donc on a un gros programme d'accompagnement d'agriculture au changement de pratiques au quotidien, en lien avec l'agence de l'eau, et puis un volet évidemment sur l'enjeu production-consommation durable, comment on arrive à rentrer dans le phénomène de transition et de relocalisation alimentaire. On a déployé ce programme-là pendant de 2015 à 2020, et en 2019, on a souhaité avoir une prospective un peu plus longue en se disant à un moment, le changement et la transition, elle ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Et donc, on a essayé de définir un scénario collectif et partagé jusqu'en 2050, et on s'appuyait sur le scénario After 2050 qui existe au niveau national pour arriver à définir une stratégie de territoire. Et c'est comme ça qu'on aboutit aujourd'hui non plus à un projet alimentaire de territoire, mais à un projet agricole et alimentaire durable du territoire, avec un objectif qui est effectivement produire et nourrir durablement demain. Voilà, donc cette After 2050, juste quelques mots pour vous donner quelques éclairages. Donc c'est simplement un scénario qui a été déployé au niveau national, en partant du postulat que nous serons de plus en plus nombreux à vivre sur la planète et donc sur notre territoire d'ici 2050, qu'il va falloir se nourrir et que les consommateurs commencent à avoir des exigences, et en tout cas on voit l'évolution des comportements alimentaires de manière un peu importante. Le deuxième postulat, c'était la question des ressources, avec la raréfaction des ressources animales, naturelles et le dérèglement climatique, et puis les feuilles de route nationales ou européennes qui forgeaient un peu notre socle de base. Et donc l'objectif d'After 2050 est ce à quoi répond le projet alimentaire de territoire chez nous. Et vous allez voir qu'il y a un lien évident avec la conserverie. C'est comment nourrir cette population qui va être de plus en plus nombreuse d'ici 2050 en fournissant du carbone renouvelable pour l'énergie et la chimie, en relocalisant les systèmes de production alimentaire
Et tout le système alimentaire de l'amont à l'aval, évidemment, inclut la question de la rémunération des agriculteurs, hein, avec un prix juste, et puis en relevant les défis environnementaux et la transition écologique. Donc ça, c'est une équation qui aujourd'hui voilà, est notre feuille de route pour les années à venir. Et donc, en partant aussi d'une assiette qui a été définie, pour résoudre cette équation, il faudrait que notre assiette 2050 soit celle-ci. Et donc, à partir de là, la question est, puisqu'il faut arriver à cette assiette, alors il faut qu'on change en amont voilà, l'orientation de l'agriculture et donc comment on travaille ensemble, à la fois accompagner le monde agricole, mais évidemment accompagner les consommateurs à revisiter un certain nombre de choses. Voilà, si je dois y revenir tout à l'heure, j'y reviendrai volontiers. Ce que vous retenez, c'est que l'assiette 2050, on garde à peu près tout, même de l'alcool, tout va très bien. En revanche, vous voyez que la protéine animale diminue nettement, la protéine végétale remonte, avec notamment une grosse part des légumineuses qu'on produit très peu chez nous. Et donc, ça réinterroge beaucoup notre système alimentaire si on veut qu'il soit relocalisé. Et avec un variant très important autour du gaspillage alimentaire qui, pour que ça tourne rond, doit effectivement diminuer considérablement. Voilà, et donc notre scénario, j'y reviens pas plus précisément, mais voilà notre scénario After 2050 qui guide notre projet alimentaire de territoire où on bouge des filières, on actionne des leviers pour y arriver, du foncier jusqu'au système de production, et les gains sont à la fois environnementaux, économiques, sociétaux, et voilà, et pour l'attractivité du territoire évidemment derrière. Alors, donc c'est comme ça qu'on arrive aux 4 axes du projet alimentaire de territoire. Je vous ai donné quelques exemples, mais j'y reviens pas plus. L'idée, c'est plutôt de venir un peu sur la conserverie. Juste vous dire que notre projet alimentaire de territoire tourne autour du renouvellement des générations agricoles, hein, sur l'enjeu emploi, foncier, activités agricoles, notamment espaces TETS, etc. Le travail autour des filières locales sur l'offre et la demande avec les industries agroalimentaires, les restaurants, la restauration collective, etc. Et puis tout un volet autour de la consommation avec des appels à projets qu'on lance partout sur le territoire pour accompagner les consommateurs, les écoles, les entreprises à consommer autrement. Et donc, la conserverie mobile solidaire, elle se trouve à la croisée de ces chemins-là. Gaël, je te coupe juste 2 secondes, c'est juste avant de rentrer, on va tout de suite répondre comme ça évitera de revenir après à la question d'Isabelle, que je salue d'ailleurs. Oui, du coup, je te les pose. En fait, elle demandait si l'assiette que tu avais présentée était celle du PNNS ou pas, du Programme national Nutrition Santé, ou est-ce que c'est 2 assiettes différentes? Alors, c'est une assiette qui s'est inspirée du PNNS, mais qui, aujourd'hui, elle va un peu plus loin, en tout cas. D'accord. Et une autre question, c'est est-ce que ce programme global de territoire a été concerté avec l'ensemble ou comment vous avez réussi à le construire, du coup, ce programme? Alors, il s'est fait en plusieurs étapes. Déjà 2015, moi, j'avais rencontré individuellement une trentaine d'acteurs locaux pour essayer de comprendre c'est quoi les enjeux du territoire, comment on les relève ensemble et voilà, et comment on arrive à ce que l'agglo apporte une plus-value, sur quoi on apporte une plus-value. Après, on a eu des ateliers collectifs avec les acteurs locaux, puis des ateliers de travail avec les structures de proximité d'éducation populaire qui représentaient aussi les habitants, etc. Et puis, c'est construit au fur et à mesure. Et After 2050 est encore revenu mettre une deuxième étape, à nouveau très concertée et partagée voilà, par l'ensemble des acteurs. Et on est une quarantaine d'acteurs autour de ça. C'est rajouter la dynamique start-up de territoire. Donc, effectivement, on a répondu à un appel à projet TIGA, donc de l'État, là, sur l'AMI, territoire d'innovation et de grandes ambitions, sur lesquelles on a été lauréat et pour lequel la candidature de l'AGLO est orientée autour du développement de start-up de territoire, en faisant le pari que ça permettra de relancer la croissance et de dynamiser les territoires avec une approche citoyenne et évidemment durable. Et parmi l'ensemble des candidatures, plus de 50% représentent des projets qui sont en lien avec l'agriculture et l'alimentation sur le territoire. Donc, c'est aussi des nouveaux acteurs en termes de porteurs de projets qui sont venus enrichir encore les réponses au projet alimentaire de territoire. Donc, une vraie priorité de territoire autour de l'alimentation, soutenue par les filières, les citoyens, les élus, les acteurs. C'est pas si fluide que ça, hein, mais globalement, en tout cas, effectivement, on se mobilise vraiment beaucoup pour avoir une dynamique partagée et que ça puisse voilà, se développer ensemble, puisque l'objectif, c'était de ne pas arriver avec Yaka Faucon, mais bien plutôt partons ensemble et développons ensemble, sachant que la stratégie After 2050, ce n'est pas la stratégie de l'agglo, c'est bien la stratégie du territoire et la feuille de route du territoire. Du coup, la conserverie.
Voilà, donc la conserverie mobile et solidaire se développe en parallèle de tout ça, puisque c'est un projet, en fait, au départ issu, je vois des espèces de petites coquilles, et part au départ de maisons de quartier, agréées centres social sur la ville de Romans, donc la deuxième ville un peu conséquente de l'agglo, qui voilà, a réfléchi depuis un certain temps, enfin, en fait, relance à un moment donné son projet associatif, doit revisiter son projet de centre social, travaille avec les habitants, et la question alimentaire surgit de manière assez importante, à la fois dans parlons alimentation sur les enjeux santé, gaspillage, consommation, précarité, ça nous interpelle. Comment ce sujet qui est au quotidien pour les familles arrive à être réintégré, pour lequel on arrive à redevenir acteur. Donc ça ressort au moment du diagnostic de territoire fait par les maisons de quartier. Et évidemment, la question de l'accessibilité à une alimentation de qualité locale et saine, effectivement, devient un peu prégnante. Et donc, les maisons de quartier, à ce moment-là, se demandent comment de manière très concrète, elles peuvent essayer de formaliser un outil qui serait à la fois pédagogique et évidemment d'animation de territoire pour essayer de travailler ça avec les habitants au quotidien. Sachant que la particularité de Romans, c'est qu'on est sur un territoire qui est certes urbain, mais qui est très vite rural autour, et puis avec du terrain agricole de partout, un accès à des produits locaux très fort, puisque chez nous, il y a une dynamique de circuit court assez importante, et pour autant, on se rend compte que les habitants, alors notamment ceux qui fréquentent les maisons de quartier, sont souvent des familles souvent en difficulté, parfois isolées, ou alors des familles avec des enfants qui ont envie de s'intégrer dans l'éducation populaire. Et on se rend compte que les habitants connaissent très peu les produits locaux, connaissent très peu les circuits courts de distribution pour accéder à ces produits locaux, connaissent assez mal comment rencontrer les agriculteurs, vont accessoirement au marché, mais encore que. Et donc, il y a un vrai enjeu à la fois de connaissance, mais aussi d'accès, et simplement juste de s'autoriser à se dire, ben oui, les produits agricoles locaux peuvent être pour moi aussi. Et donc, à un moment donné, arrive l'idée de se dire, bah, tiens, comment on pourrait essayer de s'emparer de la question alimentaire tout en expérimentant un peu des choses sur cette question, tout en étant un peu innovant, tout en rendant les habitants un peu acteurs de tout ça, comment on peut aussi s'impliquer de manière citoyenne, et comment on refait le lien avec la campagne qui est juste à côté de nous. Et donc, on arrive comme ça à l'idée de se dire, bah, tiens, si on faisait un camion qui nous sert à la fois d'outil pédagogique, mais qui permettrait aussi d'aller au contact dans les villages des habitants qui sont autour, des agriculteurs qui sont autour, et comment on recrée la proximité entre les consommateurs et les agriculteurs de ce territoire. Et donc, arrive un moment, voilà, ça c'est je vais pas vous le commenter, mais c'est l'espèce de Minds Map absolument délirante qui a précédé cette conserverie mobile et solidaire. Tout ça pour vous dire que c'est un projet qui donc avait vocation à travailler sur la modification des comportements alimentaires et donc revisiter son pouvoir d'achat, à essayer de mailler le lien avec les acteurs, évidemment faire la promotion des circuits courts et d'une agriculture locale et l'alimentation saine. Et l'enjeu aussi était de se dire, ben, voilà, ça serait bien aussi de lui donner une vocation économique à un moment donné, puisqu'on avait aussi en parallèle des habitants une demande des producteurs locaux qui nous disaient, mais nous, on est des tout petits producteurs et on n'a pas accès à des outils de transformation localement. Il faut qu'on court à Pétaouchnok, au fin fond de l'Ardèche ou en Isère, pour aller transformer parfois du surplus qu'on n'arrive pas à faire, et donc beaucoup de gaspillage, alors qu'on pourrait avoir un système un peu différent. Et donc, à la croisée de tout ça, arrive l'idée de monter un camion. Je vais vous donner un peu les éléments de ce camion, qui serait à la fois un outil pédagogique mobile avec un équipement en autoclave, etc., pour faire de la transformation sur la base d'invendus des agriculteurs ou du surplus des agriculteurs locaux. Sachant que cette transformation-là a vocation à être faite par les habitants au départ, en se disant, ben, ça va être l'occasion de réinvestir la question de la cuisine, c'est-à-dire que pour avoir accès à des produits locaux de bonne qualité et raisonnables en termes d'accès au prix, ben, à un moment, il faut peut-être qu'on arrive à les transformer. Et donc, comment on se réapproprie la méthode de conserverie, de lactofermentation, etc. Donc, cet outil, la conserverie, il est à la fois un outil pédagogique pour les maisons de quartier qui permettent de travailler avec les habitants, les enfants du centre de loisirs, etc.,
sur toutes les questions alimentaires. Donc, ça prend la forme d'ateliers de cuisine, de préparation, de conserve, des animations dans les centres de loisirs. On va dans les villages, on se pose sur les places de village, là où les agriculteurs ont donné des produits, et on fait une animation et on déguste ensemble. Et puis, en même temps, c'est un laboratoire de transformation vraiment pur et dur agricole pour les petits producteurs qui, effectivement, ont deux possibilités, soit de le louer et pour faire de la transformation sur leur ferme, donc ça répond à un vrai besoin de proximité, ou alors de faire du travail à façon via les habitants qui, eux, transforment les surplus. Voilà, et tout ça dans une logique de solidarité, puisque les produits finis dans les petites conserves sont alors beaucoup de légumes, principalement hein, sur de la ratatouille, de la sauce tomate, etc., sont principalement dégustés lors d'événementiels des maisons de quartier, type fête de quartier, etc., ou alors vendus en monnaie locale, qu'on appelle la monnaie tic-tac, qui permettent aux habitants, là aussi, d'accéder à ce type de produits en échange d'activités en parallèle, et là-dessus, on est en lien avec la ressourcerie locale du territoire. Le camion, bon là, vous avez une petite photo qui donne un peu les éléments. Donc, c'est un camion, voilà, un espèce de food truck qui est avec un autoclave spécialement dédié hein, de 20 litres. Donc, c'est très peu, mais ça permet de répondre à un certain nombre de demandes, qui peut faire de la stérilisation, de la pasteurisation, qui tourne sur un rayonnement autour de 50 km de Romans, donc ça reste plutôt assez proche, et donc qui fait beaucoup de salé, mais aussi un peu de fruits, de compotes, etc. Pendant tout un temps, au départ, les maisons de quartier fonctionnent avec leurs propres salariés des maisons de quartier hein, dédiés. Et puis, à un bout d'un moment, arrive la nécessité absolue d'avoir un chef de projet dédié à ce projet-là, et surtout quelqu'un qui est formé à être conserveur, parce que à un moment, ça monte tellement en puissance, et notamment la demande des agriculteurs à être transformée parce qu'ils n'ont pas le temps à y consacrer. Et donc, on commence à avoir un début d'évolution du projet, avec une dimension économique qui devient de plus en plus importante. Donc, c'est un outil qui est très fortement ancré sur le territoire, hein, parce qu'effectivement, il est déployé dans les quartiers urbains de Romans, mais aussi dans les bourgs des villages autour qui sont beaucoup en demande. Ça mobilise très fortement les habitants qui, tout d'un coup, font de la transformation, s'impliquent, font des animations eux-mêmes en direct. Donc, on a une application d'habitants qui est vraiment au-delà de ce qu'on avait pu imaginer au démarrage. Des associations, des producteurs locaux, puisqu'au bout d'un moment, on en a 80 qui sont intéressés par le projet et qui viennent utiliser à un moment donné le camion. Et puis, on a une forte demande locale aussi des communes, des écoles qui disent « mais nous, c'est un outil pédagogique qu'on a envie de voir sur notre territoire pour faire une animation, pour venir répondre aux besoins des producteurs ». Voilà, donc c'est vrai qu'on commence à avoir un rayonnement très intéressant, sans compter que comme c'est un projet inédit, qui est la première conserverie mobile en France, on se retrouve aussi avec un rayonnement national qui devient assez important. Nous, au niveau de l'agglomération, c'est un projet, donc ça, c'est un projet qui a été beaucoup financé plutôt par les finances publiques, hein, avec la CAF, l'ARS, la CARSAT, des appels à projets, Leader, etc. Et nous, au niveau de l'agglomération, on s'est mobilisé à deux niveaux, à la fois sur de l'aide à la consolidation et au déploiement de l'outil, puisqu'à un moment donné, ils ont eu un questionnement, je vais y revenir tout à l'heure, sur comment devenir un outil économique en tant que tel, voilà, pour tenir debout au-delà des prestations publiques. Et puis, on a aussi sollicité le camion pour la prestation d'animation pédagogique, où on leur doit payer un forfait qui permettait de faire tant d'animations à la demande dans l'année en fonction des besoins. Et puis, le deuxième financement vient aussi par les startups de territoire, puisque en étant dans le dossier TIGA qu'on a porté, la Caisse des dépôts devient aussi, c'est aussi mobilisé autour de ce projet en termes de subventions et d'investissement. Voilà, donc si je dois faire un petit bilan, au moins pour vous donner quelques idées, c'est vrai que c'est un outil qui effectivement est devenu très ambassadeur de l'alimentation et de l'accès à l'alimentation pour tous sur ce territoire. Un projet innovant, je vous l'ai dit, puisque c'était un des premiers éléments, avec une mobilisation très forte des habitants. Vous voyez la photo, là, c'est des habitants qui deviennent conserveurs, qui sont équipés et qui, enfin, moi, voilà, je les ai vus rayonner, je les ai vus partir du départ et à l'arrivée aujourd'hui, c'est des gens qui sont transformés, hein, qui ont retrouvé du sens aussi pour eux. Une dimension pédagogique qui est clairement réussie, une réponse locale pour des produits, pour des petits producteurs locaux en bio qui sont vraiment effectivement aussi très importants, l'approche solidaire, et puis on arrive à faire aussi nettoyer les conserves par Ma bouteille s'appelle Revient, qui est un autre projet de start-up de territoire sur
sur les consignes de verre. Après, la difficulté de ce projet-là, c'est qu'il y a un vrai souci de viabilité économique au-delà des fonds publics, puisqu'il y a un moment, il faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui tienne debout. La professionnalisation qui a été effectivement nécessaire pour arriver à faire tourner ce projet, parce qu'on rencontre aussi des réglementations sanitaires qui effectivement sont conséquentes, donc inévitablement, ça suppose d'avoir un peu de formation derrière, mais qui, pour le coup, crée de l'emploi. Non délocalisable, là aussi, je rejoins ce que disait Noémie tout à l'heure. Et puis, la difficulté a aussi été de se dire comment, au-delà de l'approche solidaire dans la consommation, comment éventuellement on peut aller vers une commercialisation un peu plus aboutie avec une vraie marque de fabrique un peu intéressante. Aujourd'hui… Gaëlle, je vais te couper juste 2 secondes parce qu'on a des questions sur des choses que tu viens d'évoquer. Donc voilà, et juste pour Félix, du coup, on va décaler un tout petit peu le timing, comme ça, on va pouvoir répondre aux questions maintenant. Il y a une question sur, tu viens de l'évoquer, mais peut-être approfondir un peu sur les contraintes sanitaires. Est-ce qu'il y a des contraintes sanitaires? Est-ce que c'est facile, par exemple, de faire monter un citoyen lambda qui voit le camion en disant OK, mettez les mains à la pâte et faites-là la soupe? Ou est-ce que c'est compliqué? Il y a vraiment des contraintes sanitaires compliquées, notamment avec les Alors citoyens? oui, il y a des contraintes, tout dépend le rôle qu'on joue là-dedans. C'est-à-dire que si on est conserveur, s'il y a un membre, il faut qu'il y ait au moins une personne qui a une norme HACCP, là, comment on dit, je me mélange les lettres, mais il faut au moins la présence de ça, d'où l'intérêt du conserveur. Et après, derrière, on va équiper les personnes pour pouvoir participer. Donc la dimension participative, elle n'est pas compliquée. En revanche, elle est contraignante avec des règles à respecter, mais c'est possible. D'accord. Et une autre question, je ne sais pas, mais peut-être que tu vas l'évoquer. Donc, si tu l'évoques, tu pourras répondre après. C'est quelles sont les perspectives? Est-ce que un camion, 2 camions, 10 camions? Et donc, du coup, on est bien d'accord. Donc, du coup, je pense que tu l'évoqueras après. Mais comme ça, tu sais que la question est posée. Le staff autour du camion, donc c'est une personne, j'ai compris, donc formée HACCP. Et c'est tout, en fait. Alors, c'est plus compliqué. Alors, il y a avant et après. C'est-à-dire que c'est un projet qui a été très, très fédérateur, très intéressant. Les maisons de quartier ont adoré porter ce projet-là. Sauf qu'au bout d'un moment, elles se sont considérablement essoufflées, à la fois financièrement, parce que c'est quand même un énorme investissement, et puis une animation qu'il faut suivre derrière. Et par ailleurs, techniquement, puisque plus ça allait, plus ça supposait d'avoir quelqu'un qui fait de la conserverie, qui au départ n'a rien à voir avec les projets de maisons de quartier en tant que tels. Sur les du POP, ils ne sont pas tournés agriculture et alimentation, ou en tout cas que de manière pédagogique, mais quand on commence à monter un projet économique, on n'est plus tout à fait dans les mêmes sphères. Et donc, elles se sont progressivement épuisées, avec l'idée de se dire il faut que ce projet sorte de nos maisons de quartier, que nous, on reste bénéficiaires et acteurs, mais qu'on devienne des associés et non plus un acteur portant ce projet-là. Ils n'y arrivaient plus, et politiquement dans leur structure, et techniquement et financièrement. Donc, ça devenait trop difficile. Donc, jusque-là, dans l'émergence du projet, dans les premières années d'animation, ça a bien correspondu. Au-delà, ça devenait vraiment très compliqué. Et puis, on butait systématiquement sur quand les fonds publics vont s'arrêter, comment on tourne. Bon. Et donc, est arrivé fin 2020, avec notamment la dynamique start-up de territoire, l'idée de se dire il faut en faire un vrai projet économique. C'était pour ça qu'on les a mis dans les start-up de territoire, créer une activité économique autour de ça, pérenne. Et donc, aujourd'hui, on a 3 porteurs de projets qui reprennent le projet, qui sont extérieurs aux maisons de quartier. Donc, c'est une directrice de projet qui a vocation à faire rayonner le projet, à chercher des partenariats, à monter toute la dynamique commerciale, etc. Un conserveur et un cuisinier qui, parce que vous allez voir, le projet, effectivement, devient un projet économique, donc se transforme en SIC, dans lequel il y aura un volet dédié aux maisons de quartier, puisqu'il s'avère des acteurs partie prenante, au même titre que l'AGLO, qui devrait rentrer dans la SIC en tant que personne associée. Et donc, va s'appuyer sur 3 activités pour avoir une rentabilité économique tout en restant dans les socles de base, en termes d'orientation stratégique. Donc, il y a toujours le pôle pédagogique dans lequel les maisons de quartier vont pouvoir s'investir, mais en retrouvant leur approche d'éducation populaire initiale qui leur correspond. Donc, avec des ateliers d'animation, des échanges, du travail de sensibilisation autour de l'alimentation durable. Toujours des ateliers où les habitants sont acteurs là-dedans et les enfants aussi. Et donc là, ça suppose des prestations, ça suppose un certain nombre de choses sur lesquelles ils vont pouvoir émarger financièrement.
la question de la transformation devrait se transformer avec un lieu fixe parce que en fait, la demande des agriculteurs est telle que le petit autoclave de 20 litres, quand bien même il a été complété depuis par un autre de 150 litres ou je ne sais plus combien en complément, est malgré tout trop petit et pas spécialement rentable. Donc, du coup, en discutant avec les producteurs, ils vont plutôt partir sur un local de transformation, c'est-à-dire que la partie mobile va rester et exister pour aller sur les fermes de manière très ponctuelle. Mais par contre, l'objectif, c'est de créer après une petite équipe qui fait de la transformation. Donc, ça peut impliquer des habitants. Il faut que là, ils travaillent là-dessus pour que ce ne soit pas non plus du travail déguisé, mais voilà, qu'il y ait un petit travail autour de cet atelier fixe et pour lequel le camion, du coup, va faire une tournée de ramassage des produits pour pouvoir ensuite voilà, les transformer dans l'atelier. Et puis, le troisième volet que c'est en train de prendre, et donc l'objectif, c'est à la fois de louer le camion sur cette partie transfo pour du très ponctuel sur ferme, mais de manière générale, plutôt à ramasser et à ramener au local fixe, et en développant une gamme de recettes voilà, qui permettra d'utiliser et de valoriser les surplus pour pouvoir arriver à ensuite les vendre et du coup avoir aussi une plus-value sur les ventes commerciales, tout en gardant une dimension solidaire, mais aussi une plus-value sur éventuellement un certain nombre de magasins locaux. Et puis le troisième volet que le camion va prendre, c'est une dimension food truck et traiteur, avec les produits locaux que tous les agriculteurs qui vont rentrer dans la SIC vont avoir à proposer, à vendre et du coup se transformer en vraie offre alimentaire encore avec un autre rayonnement. Voilà un peu ce que les 3 nouveaux porteurs de projets associés sont en train de développer aujourd'hui, qui leur permet de tenir debout économiquement, d'avoir toujours l'approche pédagogique et solidaire autour de la boucle, mais pour lequel ça devient vraiment un nouveau projet d'économie de proximité alternative et durable. Donc, du coup, est-ce qu'il y a une ambition de mettre un deuxième camion? Alors, au départ, le projet des startups de territoire, c'était de développer une dizaine de camions un peu partout parce qu'il y avait une grosse demande. Sauf qu'on voit bien que déjà le premier arrivé à faire tourner, à lui donner une viabilité économique, c'est pas simple. Donc l'objectif, c'est en tout cas pour le moment de consolider ça et effectivement à terme éventuellement de pouvoir développer. Mais ça veut dire d'autres porteurs de projets puisque ce ne sont plus les maisons de quartier qui sont pilotes de ça. Donc, ça veut dire que si d'autres porteurs de projets imaginent cette idée ou que les 3 porteurs de projets existants se disent on continue à déployer notre projet parce qu'on est stable sur celui-ci, alors il n'y a rien qui l'empêche. On a des demandes d'autres territoires voisins aussi. Hein, donc, ce camion-là va aller aussi sur des EPCI voisins pour de l'animation, etc., ou de la transfo. Mais probablement qu'à un moment donné, on devrait pouvoir dupliquer l'outil effectivement sur d'autres sphères ou compléter par rapport à une demande qui monterait. Mais ça suppose d'avoir voilà, une consolidation quand même, quoi. Merci Gaëlle. Je précise peut-être que l'aménagement du camion s'est fait par une entreprise locale aussi, hein, complètement à la carte, très spécialement adapté aux besoins. Merci beaucoup, Gaëlle. En fait, il y a encore beaucoup de questions. En fait, il y a des questions sur le modèle éco. Peut-être que tu peux donner quelques chiffres. C'est possible ou pas l'investissement total? Est-ce que alors ça, non, je les ai pas en tête. Par contre, je peux demander à Cécile, la nouvelle porteur de projet, de vous donner les éléments. Le camion, c'était autour de 50 000 €. Je peux vous donner quelques grandes marges comme ça, mais l'émargement autour de Tiga, c'était plutôt autour de 600 000 €. Enfin voilà, en fonction l'autoclave, il n'est pas très cher non plus. Hein. En termes d'équipement, c'est pas très très élevé, mais après c'est en déploiement, quoi. Oui, c'est ça. Et puis notamment l'équipe et les postes, ouais, c'est ça. Les postes. Voilà, ouais. Ok, et on reviendra. Peut-être ce que je propose, c'est qu'on va voir ce qui se passe du côté de Mélodo. Comme ça nous permettra de faire une réponse globale, notamment à la question sur l'impact des habitants que Félix va aussi évoquer. Ah non, peut-être encore une toute petite dernière question, Gaëlle, sur la question, toujours une question réglementaire. Peut-être rapidement nous donner quelques informations sur la traçabilité des produits. Est-ce que c'est compliqué ou pas? Est-ce que c'est contraignant? Alors ça, c'est ce qu'ils sont en train de justement de formaliser un peu davantage, parce qu'aujourd'hui, comme c'était pas vendu, c'était un peu différent. Aujourd'hui, si on passe à de la vente de produits locaux, voilà, c'est en train de se formaliser un peu mieux justement là-dessus, à la fois sur les produits à l'intérieur, avoir une petite marque aussi identifiée. Enfin voilà, donc tout ça est en train de se consolider justement spécialement. Merci beaucoup, Gaëlle. Noémie, du coup, ce que je te propose, c'est que pour faire vraiment la transition très rapide avec Félix, et qu'on passe tout de suite à Félix,
Et on reprendra un peu de hauteur après sur les projets issus du Marmiton, parce qu'on verra que ça résonne très très fort sur un projet qui est sorti, là, notamment des phases d'émergence de projet sur le Marmiton. Ça te va comme ça, Noémie? Ouais, super, ça me va comme ça. Ouais. Ok. Donc Félix, Félix Degrave, président de mes locaux. Du coup, je pense, Félix, je connais un petit peu le projet. Je pense que ça résonne très fort ce que Gaël vient d'expliquer avec mes locaux. Peut-être avant de commencer, Félix, te présenter, nous dire qui tu es. Et puis, pareil, même exercice que Gaël, présenter mes locaux. Et vous allez voir, Félix et Gaël, je suis assez certain qu'on va pouvoir faire des réponses communes, notamment sur l'impact auprès des habitants. Oui, 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 effectivement. Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Félix Degrave. Donc, je suis effectivement président d'une association qui s'appelle Mes Locaux. Et je suis un peu, enfin, si j'ai bien compris, l'homologue effectivement de Gaël également actuellement. Je travaille dans une communauté de communes, d'agglomération, pardon, qui est la communauté de communes de Lens-Liévin en tant qu'animateur du plan alimentation territoriale, pour ceux qui connaissent un peu le jargon. Mais voilà, donc du coup, pour l'instant, je Donc, suis plutôt là. premier point commun, vous faites le même job. Allez. C'est ça, c'est ça. Et du coup, avant de faire ce job, j'ai effectivement fondé l'association Mes Locaux, du coup, ce pourquoi je suis là. Alors, je vais voir pour partager mon écran, du coup. Est-ce que vous le voyez? Oui, très bien. Alors, est-ce que ça défile? Non. Alors, désolé pour ma tête en gros plan. Alors, excusez-moi. Voilà. Donc bon, voilà, c'est la présentation. Donc en tout cas, les constats personnels que j'ai fait à la création de mes locaux, c'est l'origine des produits consommés, hein. Donc voilà, on était entre guillemets un jeune couple actif, jeunes parents, et on n'avait pas le temps de faire le tour de toutes les fermes qui existaient et de tous les artisans du territoire. Donc on se retrouvait fatalement au supermarché, ce qui nous convenait pas personnellement. Ma compagne étant orthophoniste, alors les orthophonistes se déplacent également chez les personnes âgées, notamment en milieu ruraux pour les personnes qui ont fait des AVC, etc. Donc, elle s'est rendue compte que les patients qu'elle voyait avaient énormément de mal à s'approvisionner en produits du quotidien. Donc voilà, pour des raisons médicales ou voilà, où ils ne savaient pas à qui commander, à qui demander. Donc voilà, c'était les deux constats premiers qui nous ont fait créer l'association. Mais voilà, l'idée, c'était de pouvoir proposer à tous une offre de qualité. Donc, on s'est focalisé sur les produits locaux, nous, dans un premier temps. Après, en valorisant les produits en circuit court et tous les produits voilà, qui sont respectueux de l'homme et de l'environnement. On voulait pas stigmatiser aucune population et se focaliser sur le bio, par exemple. Donc, on a cherché des critères de choix assez globaux pour essayer de faire consensus en respectant au maximum les valeurs qu'on porte. Donc voilà, dans le but voilà, de trouver à un seul endroit l'ensemble des produits dont on avait besoin dans notre vie quotidienne et de façon le plus durable possible. Le deuxième constat, donc Noémie en a parlé un peu tout à l'heure, hein. Donc nous, on est l'agglo voisine du Germoir, donc l'agglo Béthune-Bruay. Donc il y a effectivement Béthune qui est relativement gros comme ville, mais tout le reste de l'agglo, il y a 100 communes et bon, on va dire 80% des autres communes sont très rurales. Donc, on voit effectivement des immenses zones commerciales grossir de plus en plus, hein, surtout dans notre région. Et du coup, les problématiques que j'ai évoquées, hein, donc les personnes âgées, c'est parfois difficile de s'y rendre, les familles voilà, qui doivent s'occuper des enfants et les personnes, voilà, les jeunes actifs qui n'ont pas forcément le temps de se déplacer vers ces commerces. Et du coup, voilà, encore une fois, ça fait un petit peu redondance avec la slide d'avant, mais voilà, les zones commerciales qui grossissent et surtout les artisans et les commerces de proximité et les producteurs qui disparaissent de plus en plus à cause de ces grandes zones commerciales, quoi.
Donc voilà, donc fort de cela, on a voulu créer un nouveau mode de consommation et d'alimentation local, écologique, solidaire et durable, et avec la volonté de le rendre accessible à tous ces produits. Donc comment on a fait ça? On a fait un diagnostic du territoire. Donc on a recensé un peu tous les associations, les artisans, les producteurs locaux. On a créer un lien entre ces acteurs existants, donc en créant notamment l'association Mes Locaux. L'idée était de mutualiser l'ensemble de leurs produits sur un site internet, donc meslocaux.fr. Hein. Bon, je vous invite à aller dessus si vous avez l'occasion. Hein, ça parle de soi-même, ça parle de lui-même. Donc on mutualise l'ensemble des produits sous la bannière de Mes Locaux, entre guillemets. Donc, sous format marketplace, hein, c'est l'idée de faire une place de marché virtuelle. Donc, c'est vraiment les producteurs, les artisans qui vendent leurs produits sur le site Mes Locaux. On ne fait pas d'achat-revente sur ces produits frais et locaux. Donc, un peu comme, voilà, hein, si vous connaissez d'autres modèles, comme La Ruche qui dit oui, le court-circuit.fr, voilà, c'est vraiment ces modèles-là. Bon, c'est pas du tout dans nos valeurs, mais ça parle à tout le monde. Amazon fonctionne comme ça également. Donc, on a repris ce modèle-là, voilà, pour tout simplement assurer une rémunération juste aux producteurs. C'est eux qui fixent le prix. Donc, naturellement, au niveau de notre modèle économique, on prélève une commission, mais ils savent laquelle, de 15%, pour être tout à fait transparent. Donc, ils savent laquelle et ils fixent leur prix en conséquence. Et donc, pour respecter nos objectifs, on comble quand même les lacunes, entre guillemets, du territoire, donc en faisant de l'achat-revente cette fois-ci sur les produits manquants. Donc, typiquement, voilà, les produits d'hygiène, hein, qu'on a du mal quand même à trouver des producteurs locaux, ou l'épicerie. Et voilà, donc tout ce qui ne vient pas du territoire, par contre, est bio, ou labellisé écossaire pour les produits d'hygiène. Voilà, donc du coup, l'idée c'est de pouvoir commander sur le site internet, et on a également retranscrit les choses sur un site papier. Après, nous, on s'occupe de traiter les commandes, et 2 fois par semaine maintenant. Au début, on faisait qu'1 fois par semaine, mais maintenant, on va jusqu'à 2 fois par semaine. On collecte les commandes chez les acteurs du territoire, et on les livre. Donc, soit sous forme de points relais, dans des magasins de proximité, des bars, des associations, des mairies également acceptent d'être partenaires, soit dans des lieux de vie, donc notamment au travail de certaines personnes, et également directement à domicile. Donc voilà, l'idée c'est de mutualiser, encore une fois, hein, bon, pour reprendre le thème d'aujourd'hui, hein, vraiment mutualiser à la fois les services et les produits de chaque acteur du territoire, pour pouvoir les regrouper en une seule offre, de façon totalement transparente. Hein. Voilà, si vous allez sur le site Mes Locaux, il y a 4 ou 5 carottes à vendre. C'est tout simplement parce qu'elles ne viennent pas du même producteur, donc vous pouvez choisir de quel producteur vous voulez votre carotte. Donc voilà, mutualiser, et après simplifier la vie du consommateur pour pouvoir consommer tous ces produits le plus localement possible. Voilà, pas mal de choses. Hein. Et l'idée, voilà, l'idée était également d'ouvrir cette offre également aux professionnels, donc tout ce qui est restauration collective ou commerce de proximité. Voilà, excusez-moi, je passe un peu vite. Donc cette année, donc une évolution qui nous ancre encore plus sur notre territoire. On a décidé de créer un atelier chantier d'insertion au sein de Mes Locaux. Donc voilà, pour aider à réintégrer des personnes éloignées de l'emploi. Donc notamment sur les fonctions logistiques, qui sont des métiers en tension actuellement. Donc, toute cette activité a vraiment pris, bon, j'ai mis qu'une slide, hein, mais c'est juste pour faire le parallèle. Hein, Mes Locaux a pris tout son sens lors du premier confinement, à mon sens. Hein, les particuliers, enfin tout le monde a vraiment, entre guillemets,
eu peur, hein, c'est le cas de le dire, et il y a eu vraiment un sentiment qui s'est retourné, les gens se sont retournés vers le local. Alors, ça a été une très belle expérience, hein, de voir effectivement cette hausse vers le local, et également cette hausse de solidarité, quoi. La photo de droite, hein, du coup, elle n'est pas anodine. C'est des personnes qu'on ne connaissait pas du tout avant le confinement, qui se sont manifestées via le site, j'ai oublié le nom, le site national. Ils ont créé un site, j'ai oublié le nom, pour aider les associations. Je ne sais pas si Noémie, tu l'as en tête le nom. Bien plus, mais oui, on pouvait venir en aide aux maraîchers et aux associations, mais je sais Voilà. pas. Bon, bref, ils se sont manifestés, donc, et voilà, donc ils sont venus nous aider à préparer les commandes et à faire des livraisons pour pouvoir assumer, voilà, le boom des commandes, quoi. Donc voilà, c'était à la fois un bel élan de solidarité, également voilà, de ces gens qui sont acceptés volontiers de nous aider, quoi. Donc c'était, voilà, une belle expérience. C'est un peu dommage que les bénéficiaires et les clients sont un peu repartis un peu à leurs anciennes habitudes, hein. C'est un constat plutôt national qu'on voit également à mes locaux, mais en tout cas, c'était une belle expérience. Et le dernier exemple qu'on porte également de projet à travers mes locaux, c'est le dispositif Panier. Donc, c'est un dispositif qui a été créé par, du coup, notamment Dominique Hayes, hein, que vous avez eu la chance d'entendre la dernière fois, l'association Bio Hauts-de-France et le réseau des AMAP, et donc qui est porté sur la Cabalère, sur notre agglo par mes locaux. Et donc, l'idée, c'est, voilà, de faire un lien entre les structures sociales du territoire, donc les CCAS, les centres de cohésion sociale, les mairies directement, les services cohésion sociale quand il y en a, avec la production locale, et de pouvoir mettre à disposition à moitié prix des paniers de fruits et légumes bio et locaux auprès de bénéficiaires en situation de précarité. Donc, le seuil est fixé à 1 200 € de quotient familial. Donc, ils ont le droit, entre guillemets, à un panier par tous les 15 jours. Et entre guillemets, la contrepartie de ces paniers, c'est de pouvoir, enfin, d'avoir accès à ces paniers, c'est de pouvoir réaliser enfin, suivre des ateliers de sensibilisation autour de ce thème-là, que l'on fait avec voilà, des partenaires de l'ESS du territoire. Voilà, c'est des ateliers comme des ateliers cuisine, pour redécouvrir les aliments, des ateliers avec des diététiciens, des ateliers aussi autour du potager. Voilà, on a fait tout entre guillemets, un parcours de formation pour redécouvrir un petit peu les aliments bruts et savoir quoi en faire, quoi, typiquement. Voilà, un Merci, petit peu Félix. rapidement. Alors, Félix, tout de suite, première question de Déborah qui demande si. Enfin, je vais l'élargir d'ailleurs, Déborah, un peu. C'est qui vit de cette activité dans l'association? Est-ce que ça génère suffisamment de revenus pour structurer une équipe, payer des salaires? Et est-ce que toi, Félix, du coup, tu vis aussi de cette association? Est-ce que le titre de président… Alors non, moi non, du coup non, j'ai pris un autre travail à l'agglo. Alors, pour être tout à fait transparent, hein, du coup le modèle économique effectivement est compliqué à trouver, hein, en toute transparence, tout simplement parce qu'il y a deux problèmes, enfin il y a deux problèmes qu'on a cherché à résoudre à travers mes locaux. Il y a le problème, on va dire, commercial, donc le fait de grouper l'offre. Donc ça, c'est typiquement ce que font le court-circuit, la ruche kiwi, pour reprendre ces exemples. Donc il y a ce problème commercial de mise en avant des producteurs et de vente, donc pour lequel la commission, voilà, une commission de l'ordre de 15-20% est suffisante. Mais le deuxième problème qu'on a essayé de résoudre et qui est difficile à résoudre, c'est le problème de la logistique du dernier kilomètre pour les circuits courts. Donc ça, c'est vraiment un très, très gros problème, et c'est pour ça, voilà, qu'on s'oriente vers un modèle d'insertion qui permet
qui permettra de répondre à stabiliser ce modèle économique, effectivement. Mais le problème de logistique est assez compliqué à résoudre, étant donné que quand on n'a pas l'aspect massification des commandes, comme Carrefour ou Leclerc pourraient avoir et faire déplacer un camion entier. Donc voilà, le modèle économique existe. Pour l'instant, du coup, les sources de financement sont encore plurielles, mais donc à court terme, c'est peu viable. À moyen terme, grâce au métier de l'insertion, on devrait stabiliser le modèle économique. Aujourd'hui, l'équipe de mes locaux, c'est combien de personnes du coup? Alors du coup, sans parler de l'aspect associatif, on a un directeur, ce qu'on appelle un encadrant technique. Donc, et du coup, les salariés, pour l'instant, on a 2 livreurs. Deux livreurs. On devrait en avoir 6. L'agrément ACI, on l'a eu hier, il y a 15 jours, hein, donc on est encore en train de se structurer. Mais du coup, en cours de l'année 2021, on devrait arriver à 2 ETP normaux et 6 CDDI, donc 6 personnes à mi-temps en insertion pour faire les métiers de livraison. Merci beaucoup, Félix. C'était très clair et bravo pour la petite animation du camion sur la présentation. C'est ludique, mais en même temps, on comprend bien ce que ça veut dire. Gaël et Félix, je pense qu'on a compris à travers vos présentations cette philosophie commune finalement autour du bien manger, de la proximité, de la mutation des modèles agricoles, de la mise à disposition de produits locaux de façon accessible à tous. Il y avait une question et j'aimerais bien vous entendre tous les deux sur la réponse. Est-ce que vous avez constaté à travers ce que vous avez fait une modification, enfin un impact sur les habitants, une modification dans les façons de s'alimenter? Est-ce que vous avez des retours sur ça, sur l'impact généré? Gaël, peut-être, comme ça on laisse Félix respirer. Alors oui, on voit bien effectivement qu'il y a chez les familles bénéficiaires, ou en tout cas celles qui se sont impliquées, alors les deux, hein, celles qui se sont impliquées dans la transfo du camion comme celles qui en ont bénéficié, changé effectivement. Alors on l'a constaté par plein de biais différents. Il y a eu une telle demande d'accès à des produits locaux que les maisons de quartier ont fini par avoir un prolongement qui est la création d'achats groupés, avec tout un groupe et une organisation dédiée. Il y a des paniers d'AMAP qui se sont spécialement créés dans les maisons de quartier avec des dépôts et des commandes spécialement dédiées. Et la ruche qui dit oui a créé 2 permanences en semaine. Voilà. Donc, ça a à la fois touché les gens qui se sont impliqués et qui en ont bénéficié directement, mais aussi leur propre sphère de rayonnement autour d'eux. C'est-à-dire qu'ils y ont emmené les cousins, les voisins, etc. etc. Les parents de l'école, comme c'est à côté, ont commencé à se greffer dessus. Il y a eu un petit marché qui a été testé aussi en nocturne un soir après, au moment de l'école, qui est plutôt saisonnier, mais qui permet aussi d'aller là-dessus. Donc oui, c'est assez flagrant. On voit bien que les gens, à la fois, ont pu retravailler leur pratique d'achat, mais aussi pérenniser la transformation chez eux. C'est-à-dire qu'ils se sont remis à cuisiner, ce qui faisait très peu. Donc, ça a aussi été tout un apprentissage on refait des recettes, on réapprend à cuisiner. Et ça, il y a des ateliers de cuisine qui se sont du coup créés en parallèle dans les maisons de quartier toutes les semaines pour faire un gâteau, pour faire n'importe quoi, enfin une ratatouille ou je sais pas quoi. Donc, c'est aussi parce que c'est greffé aussi autour de plein de demandes et donc ça s'est traduit avec plein de petits projets cumulés à tout ça, à la demande des habitants. Alors, c'est assez compliqué pour moi à répondre. Alors, globalement, les retours que j'ai par rapport aux membres de l'association, donc là c'est effectivement, je rejoins Gaël, hein, les retours sont plutôt très, très positifs. Et voilà, ça répond à un besoin, encore une fois, de gagner du temps, hein, donc, parce que tout le monde a beaucoup de choses à faire dans sa vie. Et donc, peu de monde a le temps de faire le tour de tout le monde. Donc, ce gain de temps de pouvoir avoir tous les produits à un endroit est indéniable. Donc, effectivement, on a dû par là changer des consommations, quoi, et éviter le recours au supermarché systématique.
Mais voilà, donc alors du coup, si je peux donner entre guillemets un conseil par rapport à ces modèles comme Meloco, c'est vraiment de faire attention d'être visible et d'être au contact des bénéficiaires. Parce que du coup, la faiblesse de Meloco, c'est qu'on est la plupart du temps soit en livraison ou soit derrière le site internet à gérer. Donc, on a très peu de points de contact direct avec les publics que l'on vise. Et donc, en ce sens-là, enfin, voilà, j'avoue avoir du mal à discuter avec les gens qu'on livre, quoi. Donc, du coup, c'est un peu difficile pour moi de répondre. Alors, bien sûr, on fait des questionnaires de satisfaction, etc. Mais bon, voilà, les retours sont du coup systématiquement positifs, quasiment. Mais voilà, je me dis bien qu'il y a des retours plus négatifs que je ne capte pas parce que je ne vois pas les personnes, quoi. Il y a une question qu'Isabelle vient de poser et qui faisait un peu référence, en fait, que je vais associer à une question de Camille. Quels sont les publics privilégiés, que ce soit pour toi, Gaël, ou pour toi, Félix? Est-ce que c'est les personnes qui viennent à Meloco ou qui viennent autour du camion? Est-ce que vous arrivez à les cibler? Est-ce que c'est des actifs? Est-ce que c'est des personnes âgées? Ou est-ce qu'il y a un phénomène, est-ce qu'il y a des personnes en situation de grande pauvreté? Ou est-ce que, pour donc du coup l'associer à la question de Camille, il y a une question de gentrification un peu des campagnes, d'embourgeoisement des campagnes, et ça fait un peu bobo de manger en circuit court, et donc du coup, c'est cool en fait de commander sur mes locaux. Est-ce que vous voyez ce phénomène d'embourgeoisement des campagnes, de gentrification? Première question. Et deuxième question, quel type de public vous arrivez à toucher? Gaël, peut-être? Alors, nous, le fait que le projet ait été porté par les maisons de quartier, inévitablement, on est dans ce rayonnement-là au départ. C'est-à-dire qu'on est avec des familles qui fréquentent les maisons de quartier pour plein de raisons, pour des ateliers d'accès à l'emploi, pour le centre de loisirs pour les enfants, pour le troc de vêtements, pour tout ce qu'on peut imaginer dans une maison de quartier, pour le passe culture, enfin voilà, tout ce qu'il peut y avoir autour des maisons de quartier. Donc, on a des profils très différents, on a beaucoup de familles. Il y a aussi effectivement beaucoup de personnes en précarité, des personnes isolées, des personnes âgées, des personnes moins âgées. Enfin voilà, pour le coup, voilà, c'est assez élargi. Donc, nous, c'est plutôt large avec la particularité qu'on est quand même un territoire avec un niveau de revenu moyen qui est faible, hein. On n'est pas sur un territoire très riche du tout. C'est même plutôt bas par rapport à la moyenne régionale. Donc, du coup, voilà, on est loin en tout cas dans ce projet-là, c'est réservé enfin, voilà, ceux qui savaient déjà ou qui ont les moyens. C'est plutôt l'inverse et c'est plutôt dans un effet de deuxième rayonnement qu'il y a des gens ayant plus de moyens qui se sont investis et qui ont trouvé un autre ancrage, pas forcément un problème d'accès aux produits locaux, mais plus dans la dynamique solidaire ou dans la dynamique il faut faire maintenir ce projet-là. Donc voilà, après sur le phénomène au niveau du rural, pareil, hein, on a un peu tout. On a évidemment des gens qui ont plus de moyens qui vont aller sur le périurbain, mais par contre, dès qu'on est sur le rural, on se retrouve sur des personnes qui, pour le coup, ne sont pas forcément avec des gros moyens, quoi. Donc, c'est un peu tout mélangé. Et toi, Félix, qui en fait, en termes de pauvreté, de niveau de pauvreté, c'est intéressant parce que je connais bien le territoire de la Cabrera, je connais bien aussi le territoire de Valence-Romand. Finalement, vous êtes sur des indicateurs en termes de pourcentage de pauvreté qui sont quasi équivalents. Donc, on est là sur des territoires qui, en effet, où globalement, c'est compliqué. Enfin, ok, ne tournons pas autour du pot, quoi. Donc, Félix, la population ciblée? Alors moi, du coup, effectivement, je vais faire une distinction effectivement par rapport à la population ciblée et la population réelle, si je puis dire. Donc, on était effectivement plutôt dans les valeurs de mes locaux, donc ciblés vers les personnes âgées et puis effectivement les gens en précarité. Le constat est forcé de constater que cette population, on a énormément de mal à les toucher, donc pour plusieurs raisons, hein, j'y reviendrai après. Donc par contre, effectivement, je rejoins un petit peu le phénomène embourgeoisement des campagnes, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, effectivement, dans la conception de mes locaux, hein, même si voilà, il y a toutes les difficultés économiques que j'ai évoquées avant, mais dans la conception de mes locaux, l'idée, c'était vraiment de pouvoir faire un outil économique indépendant
Donc dans la conception et le fait de l'interface Internet, qui est indispensable malheureusement pour notre fonctionnement. Mais ce fonctionnement-là, en tout cas, cette création de mes locaux sous cet angle-là, dans le champ de l'ESS, fait que effectivement, les publics que l'on touche essentiellement, ce sont des publics déjà convaincus par la question, quoi. Donc la grosse majorité, malheureusement, si je puis dire, sont convaincus par mes locaux, sont convaincus par le manger local, et c'est pour ça qu'ils viennent sur mes locaux. Donc voilà, dans le changement des mentalités, du coup, c'est forcément très, très, très long. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire d'autres événements, quoi. Typiquement, le dispositif panier, c'est justement pour pouvoir toucher les populations en précarité et trouver des pistes pour y arriver, quoi. On a des pistes en tête. Typiquement, on accepte également, on a réussi à obtenir l'agrément des titres-services. Donc, les titres-services, c'est les bons, ce qu'on appelle vulgairement, entre guillemets, les bons alimentaires remis par les CCAS. Donc, on peut les accepter au sein de mes locaux, quoi. Le fait est, l'expérience fait que malheureusement, on n'en a pas encore accepté, mais on a la possibilité de le faire, quoi. Ça, et après, bon, voilà, encore une fois, pendant le premier confinement, on a vu des pistes qu'on essayait de mettre en place, mais bon, ils ont été utilisés pendant le premier confinement et après, ça s'est essoufflé. Mais typiquement, on a vu beaucoup d'enfants qui commandaient pour leurs parents. Donc, on a été livré des personnes qui n'ont pas accès à Internet, mais qui peuvent plus se déplacer. Et donc, comme pendant le premier confinement, ils n'ont pas osé appeler leur famille ou appeler leurs voisins, c'est nous qui les avons livrés, quoi. On essaye de parcourir un peu des stratégies comme ça. Mais en tout cas, effectivement, voilà, pour répondre simple, je partage plutôt le constat d'embourgeoisement de la campagne. Effectivement, on touche cette population-là, même si la volonté, c'est d'aller vraiment au cœur du territoire et les populations en difficulté, quoi. Alors Félix, l'une des solutions serait peut-être de croiser mes locaux avec la conserverie mobile. Alors, exactement. Mais alors, exactement, c'est tout ce qu'on veut. Enfin, c'est un peu les prochaines stratégies. C'est ce que je disais un petit peu, d'essayer. Il faut qu'on trouve des stratégies pour être vraiment plus visible et présent sur le territoire, quoi. Les structures d'éducation populaire sont quand même vraiment, pour ça, très intéressantes. Nous, à l'issue de ça, on a lancé 3 appels à projets qui accompagnent pendant 2 ans tous les acteurs de l'éduc-pop, de l'action sociale, etc., ou de la jeunesse, pour qu'ils puissent justement accompagner les habitants sur ces questions-là. Et c'est vrai que l'ancrage, ne serait-ce que des points d'ancrage dans des maisons de quartier, dans les MJC, des médiathèques, des structures associatives locales vont faire que ça va rayonner différemment et surtout, en fait, faire lever un des freins clés pour les personnes en difficulté, c'est clairement de se dire je recuisine et je m'autorise à me dire que j'ai le droit d'accéder à ces produits-là et c'est pas plus cher parce que je remets pas les mêmes choses dans mon assiette. Et ça, c'est inévitablement cumulé avec des ateliers cuisine. Nous, on vient de lancer un appel à projet avec les structures de solidarité de précarité alimentaire pour pouvoir les accompagner là-dessus. Et alors, nous, on se disait, ben, ça doit être un problème d'accès aux produits, etc. Et en fait, pas du tout. Ils nous disent, non, mais notre problème principal, c'est d'avoir le temps humain d'accompagner les familles à s'autoriser et donc recuisiner, refaire. Et donc, contrairement à complètement ce qu'on avait pensé au départ, notre travail d'accompagnement va être leur proposer des temps d'animation avec les gamins des familles, avec les mamans, avec les papas et tout ce qu'on veut pour pouvoir faire ça. Et donc, se dire ce que vous avez dans votre panier, eh ben, vous restez 2 minutes et on fabrique un bidule et hop, on y va. Donc, c'est vraiment là-dessus. C'est au-delà du point de commercialisation, essayez de vous associer avec des structures qui peuvent être votre relais sur cette acceptation, cette acceptabilité, en fait. Alors, du coup, juste parce qu'on aime commencer à l'heure, mais aussi terminer à l'heure, je vais te demander, Félix, une réponse très, très rapide sur des questions qui parfois sont un peu longues à développer. Est-ce que le site Internet n'est pas un frein, notamment pour les personnes âgées? Si. Oui, si, mais voilà, question suivante. Non, pardon. Non, mais si, mais alors du coup, en fait, c'est comme je disais, c'est par rapport à la volonté de mes locaux de ne pas être un intermédiaire et de ne pas faire d'achat-revente. On n'est pas un magasin qui se déplace et qui achète ses produits localement, quoi. Là, on est vraiment le lien qui met en relation les producteurs. Donc comme on n'a pas de stock, on est obligé de passer par des outils comme ça, quoi.
Ok, et alors deuxième question avec une réponse aussi rapide sur comment est-ce que tu finances les paniers à 50% d'autofinancement, là, comment c'est financé du coup? C'est très compliqué. C'est un montage très compliqué. Alors, la personne peut me contacter si voilà, enfin, Eh ben, vous avez c'est mes coordonnées. parfait. Je vais N'hésitez pas. donc proposer alors, du coup, j'ai reperdu la question. Je vais proposer à Olivier. Et en plus, c'est intéressant parce que Olivier nous explique dans le chat qu'il a monté en fait une épicerie associative de produits en vrac bio locaux et qui en fait a donc du coup développé un site internet et qui sent bien que c'est compliqué, notamment avec les personnes âgées, les personnes éloignées de l'accès au numérique. Et donc, Olivier posait également cette question sur le financement des paniers. Et donc, Oui, Félix, en fait, ce que je vais proposer, c'est que je vais donc envoyer en fait ton mail à Olivier, comme ça, vous allez pouvoir continuer à échanger. pas de Ce qui me problème. Ouais, permet, moi, de respecter le timing. Dernière question, et je suis vraiment désolé, ça sera pour toi, Gaël. Là, c'était une question sur le coût de transformation. Donc, en fait, pour les agriculteurs. Je viens de répondre Ah, magnifique. Ah, bah en disant super. que j'avais pas l'info en tête, mais je l'ai plus en tête. Je le redemanderai aux maisons de quartier, je vous le redirai. Parce qu'en fait, ils fonctionnent au forfait, donc je sais plus comment ils fonctionnent. Mais je vous redirai. Après, ça dépend aussi s'ils font du travail à façon, s'ils louent juste le camion. Enfin, il y a plusieurs hypothèses encore. Ok, parfait. En fait, ce qu'on va faire, vous êtes toutes et tous inscrits, donc on a vos mails, donc on C'est va ça. vous, Dans le diaporama, il y a mon contact, hein, n'hésitez pas. voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc du coup, Gaël et Félix, on va donc diffuser vos présentations aux personnes qui étaient là présentes. Pour les personnes qui sont présentes et qui n'ont pas pu arriver à l'heure, et ben, sachez que cet enregistrement est fait. Et donc pour faire plaisir à Gary qui insiste très fort, en fait Gary, désolé, je n'avais pas vu ta question, qui demande s'il y a des feuilles de route alimentaire bien construites par les EPCI des Hauts-de-France ou le département ou encore la région, quelles sont les coordinations? Est-ce que, donc du coup Gaël, je vais poser la question. Donc, nous, on sait qu'il y a des plans, des PAT aussi dans la région. Est-ce que les territoires qui ont des PAT se parlent à l'échelle nationale? Est-ce que tu as connaissance, toi, d'autres territoires sur lesquels il y a des plans Il y a alimentaires? il y a le réseau RNPAT, bien sûr, le réseau national des projets alimentaires de territoire qui est déjà un lieu. Alors moi, je tourne assez peu là-dedans parce que je suis déjà pas mal investie sur moi, le réseau rural français, qui est un autre réseau, et notamment sur Cap Rural, puisqu'au niveau régional, Rhône-Alpes-Auvergne, on a la chance d'avoir un réseau rural hyper mobilisé, avec des ressources incroyables et tout un staff qui permet de développer des outils, des ressources, des temps de formation, d'information, etc. Donc moi, je suis déjà beaucoup impliquée dans partager nos expériences sur la région. Par contre, voilà, je continue à témoigner un peu partout. Là, j'interviens à Caen, dans l'Ain cet après-midi. Enfin, on est beaucoup sollicité au niveau de l'agglo. Euh, donc, euh, donc après, il y a plein d'autres types de réseaux qui peuvent activer. Il y a les réseaux ESS aussi qui nous avaient sollicités. Il y a les réseaux économie circulaire. Enfin voilà, il y a pas mal de types de réseaux que vous pouvez bien sûr activer. Regardez côté réseau rural français, ouais, parce que normalement, vous avez forcément une antenne régionale chez vous. Le RNPAT, et puis après, ben oui, après, ça peut être des fois des fondations qui animent ça, mais globalement, avec ça, vous devriez pouvoir déjà pas mal tourner. Super, merci Gaël. Noémie, il te reste 10 minutes pour conclure et pour respecter précisément le timing. Moi, ce qui me permet de remercier Gaël et Félix, c'était Avec plaisir. passionnant et merci pour le respect du timing. Noémie, tu as 10 minutes pour nous expliquer, euh, peut-être faire le lien avec le marmiton rapidement, mais je pense que c'est important d'évoquer Food Lab, qui quand même est très dans la philosophie exprimée par Gaël et Félix. Et puis pour conclure cette matinée en donnant les dates des prochains webinaires. Ouais. Ouais, effectivement, c'est super inspirant parce qu'il y avait deux projets qui sont sortis qui s'appelaient l'atelier mutualisé et légumes itinérants. Donc, clairement, ces deux projets rassemblaient un peu tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Et nous, donc il y a des étudiants qui travaillent en ce moment sur la faisabilité de ces projets, donc des étudiants de l'ISA, Junia, et puis il y aura aussi des étudiants d'Unilassal qu'on est vraiment content d'accueillir un peu dans la boucle, c'est super. Donc, ça va muscler un peu ces idées. L'idée, c'est qu'on les mette en œuvre après, hein, très clairement. Mais nous, sur l'atelier mutualisé, c'est vrai qu'au Germoire, là, pour le coup, on avait déjà
cet axe-là. On est déjà un espace test agricole, donc on met déjà à disposition du matériel agricole. On a envie d'aller un peu plus loin et on a monté ce projet, enfin en tout cas on a déposé ce projet de Food Lab solidaire et qui regroupe un peu ce que vous avez dit aujourd'hui, donc qui serait l'idée d'avoir une micro-légumerie et unité de conservation fixe et une conserverie mobile. Et donc, on a proposé ça au département du Pas-de-Calais. Le département nous a dit OK. Donc, on a reçu un financement du département pour ça. Et puis là, on est en train d'aller chercher les cofinancements dans le cadre du plan de relance, des fondations, et puis sur nos soutiens du projet Marmite Global hein, sur la région, et puis la Fondation de France, on l'espère. Et l'idée, ce sera vraiment d'avoir un axe insertion, donc par le biais du maraîchage, et on accueille une équipe en insertion à maraîchage à partir du mois de juin sur le site du Germoir, mais on espère aussi les mettre aussi sur l'axe de la micro-légumerie et de la transfo. Un axe forcément sensibilisation des habitants et puis l'outil de transformation agile qui peut aller vers les maraîchers, la conserverie mobile quoi. Donc, on est en train de monter tout ça, c'est tout nouveau, mais c'est pour ça que c'était vraiment intéressant d'avoir vos inspirations à tous les deux parce que, bah voilà, hein, moi, le projet de conserverie locale et solidaire, c'est quand j'ai vu celui-là que je me suis dit qu'on allait déposer ça dans la région et donc, je serais vraiment contente de voir comment ça se passe en concret et pour essayer de construire le modèle économique qui convient le mieux. J'entends quelque chose d'important. Félix le disait, l'important des points de contact et tout. Je pense que la force de Marmite, quelque part, qui est finalement multilieu et multi-acteurs, et en l'occurrence qui rassemble en gros un grand nombre d'acteurs de l'éducation populaire sur le sud-ouest du Pas-de-Calais, est clairement une force je pense, pour aller vers les habitants. C'est des tiers-lieux, c'est des jardins nourriciers, c'est des endroits où il y a des cuisines participatives et surtout des endroits où il y a un état d'esprit d'aller vers les gens. Et je pense que du coup, voilà, Olivier, il est là de Envie de Nature et toutes les structures qui gravitent dans Marmite, je pense, sont des lieux dans lesquels on va pouvoir mutualiser et on va pouvoir créer de la mobilité et créer des calendriers collectifs d'action de sensibilisation. Voilà, bon, j'en ai fini pour Marmite en tout cas. Next, les prochaines dates, c'est le 20 mai, on aura Vivre ensemble à la campagne, l'alimentation vecteur de partage entre habitants. Et donc, on va parler de 3 projets qui bougent, hein, comme vous avez compris, en tout cas qui réunissent la popote mobile, banquet nomade, la plus populaire des cantines, et puis le sentier de l'assiette. Donc là, il y a un axe un peu écotourisme, et aller à la rencontre des terroirs et des producteurs. Et puis, la date d'après, la dernière, ce sera le 8 juin, où on aura la thématique de Apprendre ensemble, comment sensibiliser à une meilleure alimentation. Et on s'intéresse à 2 moyens, pareil, avec une vision croisée, qui peuvent être le tourisme, tout ce qui est tourisme d'expérience, où on va voir aussi que Pas-de-Calais Tourisme là-dessus, dans le cadre d'un projet Interreg Expérience, est vraiment porté sur l'idée d'accompagner les porteurs de projets qui vont développer des offres de tourisme qui mettent en avant les acteurs du territoire et qui proposent une expérience à vivre. Donc ça peut être du jardin, de la cuisine, plein d'autres choses. Et puis le moyen de l'intergénérationnel qui, on le sait, est vraiment un vecteur d'apprentissage et de lien social incroyable. Et donc on voit bien que ça peut vraiment être bénéfique de développer ces projets en lien avec les outils qu'on vient de voir. Hein. C'est vrai que ces outils mobiles peuvent réunir autant des enfants que des personnes âgées ou des personnes isolées ou des personnes qui ont des catégories socio-professionnelles différentes. Donc, on va voir comment la thématique du apprendre ensemble. Et puis, je voulais vous faire part aussi de 2 petites dates parce qu'on va commencer à se revoir en vrai et on va réfléchir à tout ça très prochainement hein, parce qu'on sent que les ouvertures deviennent possibles. Nous, en tout cas, on aura 2 temps au Germoir. Donc, le 21 mai,
on va lancer un rendez-vous tous les mois qui s'appelle Viens nous voir au Germoir, qui est un moment où on peut connaître le lieu et puis voir aussi ce qui est possible en termes pour expérimenter des ateliers collectifs si vous êtes porteur de projet, consultant sur des thèmes bien sûr qui font sens au Germoir, hein, le développement durable, les énergies renouvelables, l'alimentation, le bien-être. Ça peut être intéressant pour vous si vous voulez développer des ateliers collectifs dans un cadre nature et avec de la convivialité. Et puis le 19 juin, on fait tous en botte au Germoir. Donc c'est dans le cadre c'est organisé par le CIVAM Hauts-de-France, le réseau dont on fait partie. Et donc des visites thématiques, une animation autour de la mare, une présentation plus précise de ce que sera le Food Lab. On va visiter aussi notre hangar agricole qu'on est en train de refaire. Donc voilà, on vous invite à nous rendre visite et on espère, là pour le moment c'est au Germoir, mais on espère bien vous rendre visite dans plein de lieux qui sont un peu emblématiques de la marmite à partir de juin et on l'espère pour toujours. Oui, je pense là, Noémie, qu'il faut absolument qu'on lance un bus au départ d'Ambricourt, Ouais. qui partira à Romans-Valence, qui passera par Bordeaux, qui remontera par Brest et qui reviendra à Ambricourt en s'arrêtant à Liévin et sur tous les sujets qu'on a pu évoquer ensemble. Il est 12h28. Merci beaucoup à tout le monde. Vous avez donc du coup dans le chat les liens d'inscription pour les prochains webinaires. Vous avez les dates aussi. Merci à cette communauté qui diffuse des messages et notamment à Carmen qui a donné les liens. Ça, c'est pour toi, Gary. terreenville.org ou rnpat.fr qui répond donc à la notion de coordination entre les territoires. Et donc, on se retrouve très bientôt, Noémie. Merci pour ta confiance. C'était des beaux moments, c'était un chouette moment. Merci Gaël, merci Félix. Rendez-vous le 20 mai. Après, il faut donc juste vous inscrire sur le lien qui est dans le chat. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup Gaël, merci Félix. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Salut.